du génome, d'une meilleure compréhension d'un certain nombre de cancers. Et dans beaucoup de disciplines médicales, nous arrivons aujourd'hui à guérir des malades que nous ne pouvions pas guérir en 1970. À l'époque, quand on opérait, et qu'on opérait des malades pour des maladies compliquées au cerveau, on était content quand le malade se réveillait et qu'on lui avait sauvé la vie. Et puis, au fil du temps, on s'est battu et maintenant on se bat non plus seulement pour sauver la vie, mais pour sauver la qualité de la vie. Ce qui est important, parce que si nous sommes faits avec une possibilité de vivre plus vieux, encore faut-il que nous soyons heureux d'être là avec l'âge que nous avons. Et là, très sincèrement, nous devons remercier tous les chercheurs, nous devons remercier la recherche, nous devons soutenir la recherche et nous devons vraiment reconnaître que les progrès fabuleux des disciplines médicales ces dizaines dernières années ont largement contribué au fait que aujourd'hui beaucoup de choses sont possibles, elles ne l'étaient pas avant. Si je prends un exemple, aujourd'hui, un exemple parmi d'autres, le don d'organes, les greffes d'organes. Aujourd'hui, c'est monnaie courante. On n'en parle plus dans les médias. Mais quand les premières greffes ont été pratiquées, d'abord sur le rein, puis sur le cœur, ça faisait sensation. Mais tout ça est venu après la dernière guerre mondiale, n'existait pas avant. D'autre part, maintenant que nous pouvons vivre plus vieux en bonne santé, nous pouvons être donneurs d'organes plus tard dans la vie. Avant, on cherchait à avoir un don d'organes provenant d'un adolescent ou d'un adulte relativement jeune qui avait malheureusement eu un dégât cérébral majeur suite à un accident ou une hémorragie, bref, qui était en mort cérébrale complète, et pour lesquels on pouvait vérifier qu'effectivement plus rien ne fonctionnait dans le cerveau, que ce n'était finalement plus qu'un caillot dans la tête et rien d'autre. Donc c'était les premiers donneurs, c'était des personnes jeunes. Maintenant, à la condition évidemment de ne pas traîner toute une série d'antécédents médicaux, on accepte le don d'organes, de certains organes, comme le foie par exemple, jusqu'à l'âge de 70 ans. C'était pas le cas avant. C'est aussi parce que nous vivons plus longtemps, bien sûr, mais en meilleure santé. Et par conséquent, comme à 60 ans, 65 ans, on est encore souvent en pleine forme et en bonne santé, on peut aider ceux qui sont dans la détresse à bénéficier d'un don d'organes s'il nous arrive un malheur, et nous pouvons contribuer à sauver d'autres vies, ce qui n'était pas le cas avant. Bien sûr, il faut pour ça maintenir avec fermeté la qualité de la médecine que nous avons. C'est pourquoi, à titre personnel, je me suis battu pendant une dizaine d'années pour enfin obtenir que le ministre de l'Enseignement supérieur mette un examen d'entrée aux études de médecine. Il y avait avant un taux d'échec inacceptable. Parmi les étudiants qui s'inscrivent en première année, seuls 20% réussissaient. On a vu qu'en Flandre, où il y a l'examen d'entrée
depuis 1997, que parmi ceux qui réussissaient l'examen d'entrée, 80% réussissaient leurs études et devenaient médecins. Je crois que c'est aussi une mesure sociale pour soulager notamment les familles défavorisées qui voudraient bien que leurs enfants fassent des études universitaires, qui n'ont pas beaucoup de moyens et pour qui chaque année est un lourd fardeau à supporter. Donc il vaut mieux au départ savoir est-ce qu'on va comprendre les cours qu'on va enseigner en physique, en chimie, en mathématiques, en biologie, ou bien est-ce qu'on devrait soit se diriger vers autre chose, ou bien, ce que moi j'aurais voulu, c'est qu'on mette en place une année préparatoire de formation. Il existe bien cela pour les ingénieurs, tout le monde. Vous savez, quand on est jeune, on ne sait pas ce qu'on va faire. On ne sait pas qu'on va peut-être se diriger vers tel ou tel métier. C'est difficile de choisir, même à 18 ans. Donc, pendant les études secondaires, on suit les conseils de la famille et on prend des orientations tantôt scientifiques, tantôt plutôt littéraires. Et si on fait un cursus secondaire littéraire et qu'en dernière année, on dit « Non, j'ai un déclic, je veux aller vers des disciplines scientifiques », on n'a pas eu dans le secondaire, sans parler de la qualité du secondaire, on n'a pas eu des cours appropriés pour comprendre ce qui va être enseigné dès la première année à l'université. Donc je crois que c'est important d'alerter avant l'entrée, mais aussi de permettre de se mettre à niveau si on a envie d'effectuer ce genre d'études et de métiers. C'est important de garder la qualité et notamment de pouvoir, et c'est un des soucis, vous en entendrez parler dans les semaines et les mois qui viennent, un des soucis d'assurer la formation pratique des médecins. Nous avons la chance d'avoir en Belgique une médecine de très haut niveau. Une des meilleures, je crois, qu'il y a dans le monde. Nous avons aussi un système de sécurité sociale que tout le monde nous envie et qu'il faut payer, que nous payons tous. Et ce n'est pas évident de le maintenir et de maintenir l'accès aux soins de santé pour tout le monde. Si nous voulons vieillir en bonne santé, il faut que tout le monde puisse avoir accès à tous les soins de santé et à tous les soins de santé de qualité. Et nous allons avoir à faire face dès cette année au changement qui a eu lieu dans les études de médecine, où jusqu'à présent les études duraient 7 ans, puis suite à une directive européenne, elles sont passées à 6 ans. Ce qui veut dire qu'en 2018 vont être diplômés la dernière cuvée qui aura fait des études en 7 ans et la première qui aura fait des études en 6 ans, comme ce sera les années suivantes. Donc ils seront 2 fois plus nombreux. Donc on est en train de se casser la tête, si je puis dire, s'arracher les cheveux. Il ne reste plus beaucoup, donc, pour trouver des places de stage de qualité. Parce que la médecine ne s'apprend pas que dans les auditoires, elle s'apprend au lit du malade. Opérer, ça s'apprend dans la salle d'opération, bistouri en main, et pas dans une salle voisine où on regarde sur un écran de télévision comment le professeur de chirurgie opère. Il faut être là, à côté de lui, et avoir les instruments dans la main, et à un moment donné, prendre des instruments avec son professeur à côté qui guide votre main ou qui est là. Il faut que tout le monde passe par là et qui vous donne les conseils de manière à vous former et à un moment donné vous lâchez seul parce que vous avez la formation. Donc, si nous voulons, je reviens à cela, toujours mon credo, vieillir en bonne santé, nous devons nous battre à tous les niveaux pour garder une médecine de qualité, diplômer des médecins qui ont une expérience
qui ont vu des malades, qui prennent le temps d'écouter les malades et pas seulement soigner des images, parce qu'aujourd'hui on est envahi par l'imagerie. Mais cette imagerie, j'y reviendrai, elle est fort utile pour tout ce qui concerne le suivi. Et le check-up, parce que je voudrais maintenant parler de cela. Évident que si je me focalise sur les médecins, il faut également que nous ayons des infirmières de haut niveau et en suffisance, des kinés, des logopèdes, bref, toutes les sciences biomédicales au sens large du terme, et bien sûr les pharmaciens, les dentistes, je ne voudrais oublier personne. Mais je me focalise surtout sur les médecins à cause du problème auquel on va devoir faire face pendant les 5 années qui viennent, et à partir de cette année, vu ce qu'on appelle la double cohorte, donc le double de médecins qui vont être diplômés au même moment. Mais qu'est-ce que sont les conseils que je peux vous donner? Compte tenu de tout ce que je vous ai raconté jusqu'à maintenant, compte tenu de toutes les performances que la médecine peut vous apporter, commencez déjà par faire des check-up. Commencez évidemment à suivre les conseils de votre médecin traitant. Consultez. Quand on arrive en âge, il n'est pas mauvais pour certains cancers, par exemple, que l'on connaît plus fréquents, cancer du sein chez la femme, cancer de la prostate chez l'homme, une fois par an, il faut faire une mammographie. Une fois par an, il faut faire des dosages d'enzymes, PSA et autres dans le sang pour la prostate. Et puis il y a un autre cancer qui est fréquent et qui concerne aussi bien les femmes que les hommes, c'est le cancer colorectal. Il faut faire une colono tous les 5 ans. Si je vous dis tout ça, pourquoi? Parce qu'aujourd'hui, si on pose un diagnostic précoce d'un de ces cancers, vous allez guérir. On peut guérir tous ces cancers, mais pas quand il est trop tard. Pas quand ils ont essaimé dans tout le corps avec des métastases partout. Alors, on se bat avec des rayons, de la chimio, et ça marche ou ça marche pas, et c'est très lourd. Et ça n'est plus, je dirais à ce moment-là, toujours, ce n'est plus toujours la vie et la qualité de vie qu'on aimerait avoir, parce qu'on avance en âge, et on se pose alors des questions, est-ce que ça vaut encore la peine de continuer à vivre dans l'état où on se voit? Donc sincèrement, faites votre check-up. Faites votre check-up et surveillez. Si vous n'avez pas le diabète, ça, votre médecin traitant le fera très bien et vous soignera très bien si tel est le cas. Même chose pour le cholestérol, même chose pour l'hypertension artérielle. Il faut prévenir. Il y a ce dicton qui dit « vaut mieux prévenir que guérir », et c'est bien vrai. Tout est beaucoup plus facile au niveau de la santé si on s'y prend à temps. C'est vraiment un conseil important que je vous dis. À côté de cela, évidemment, tout le monde sait que le tabac, c'est nocif. Aujourd'hui, on a pris des mesures au départ impopulaires, mais aujourd'hui, je pense que nous sommes tous assez heureux quand on entre dans un restaurant et que ça ne sent pas de cigare et qu'on peut manger et sentir le goût des mets qu'on nous sert et pas le cigare du voisin. Je crois que c'est important. L'alcool aussi, mais là, je ferai là une parenthèse. Très curieusement, et quand je vois les tables, Virginie ne le savait pas, mais peut-être qu'elle se souvient, parce que je l'ai déjà dit 2-3 fois, peut-être en sa présence, il y a des études scientifiques qui recommandent de boire 2 verres de vin rouge par jour. Donc je ne viens pas qu'avec des mauvaises nouvelles à peu près. Je viens aussi
avec des nouvelles encourageantes, positives. Alors ce qui était intéressant, qui vous fera certainement rire aussi, est que dans la publication scientifique de base, il était mis qu'on recommandait de boire 2 verres de Bourgogne par jour. Ça n'a pas fait plaisir aux vignobles du Bordelais ni aux autres, évidemment. Donc d'autres publications sont venues pour dire qu'on pouvait élargir, et pas seulement au Bourgogne, mais 2 verres. Ils disent toujours 2 verres, mais heureusement, ils ne précisent pas la grandeur du verre. Mais bon, il y aura aussi, avant d'arriver à un problème plus, peut-être, qui touche plus les personnes d'un certain âge, je voudrais encore dire un mot sur une des causes importantes de mortalité, de morbidité aujourd'hui, sont des accidents vasculaires cérébraux. Les thromboses cérébrales, donc les hémiplégies, les aphasies. Plus on avance en âge, plus on peut être sujet à ce genre de problème, parce qu'on a une fibrillation auriculaire au niveau cardiaque et on envoie des emboles, etc. Donc il n'y a rien à faire. Nos organes, parfois, travaillent un peu moins bien et sont cause de soucis à d'autres niveaux. Alors ce qu'il faut savoir, et je peux vous dire qu'en tout cas, dans la région liégeoise, c'est parfaitement bien organisé. Ce qu'il faut savoir, c'est qu'aujourd'hui, on peut déboucher une artère dans le cerveau, pas le chirurgien, mais c'est le radiologue qui va monter une sonde à partir du pli de l'aine et qui va monter, au lieu d'aller dans le cœur pour faire une coronarographie, il va remonter dans l'artère carotide et puis dans les branches de la carotide dans le cerveau, et il pourra aller avec une espèce de tire-bouchon retirer l'embole ou réparer et mettre un filtre pour élargir l'artère thrombosée s'il y a une plaque d'artériosclérose. Et on récupère son hémiplégie. Mais il y a une condition. Ça doit se faire dans les 4 à 6 heures. Après, soit on ne sait plus l'enlever, soit on a débouché, mais le malheur est là dans la tête et on ne récupère